Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième et avant-dernière séance de TD. J'espère que vous allez tous bien. Je suppose que vous êtes tous en train de préparer vos mémoires que vous devez rendre pour le 27. Je ne peux que vous souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de concentration pour les examens à venir. La séance du jour porte sur l'acte de voter. Donc, le but de cette séance est de comprendre la place du vote dans les démocraties, l'évolution de la mise en place du vote en France, du droit de vote en France, le phénomène d'abstention et aussi les différents phénomènes qui permettent de justifier le vote. J'ai jugé utile pour cette séance d'étudier les différents documents de la fiche les uns après les autres afin de mieux mettre en avant le contenu respectif de ces documents, car contrairement aux autres séances, le thème du jour est particulièrement pratique et peu théorique et il nous parle tous. Donc, il me semblait particulièrement utile pour rendre cette séance beaucoup plus agréable d'étudier les documents les uns après les autres pour pouvoir en tirer la substance. Ma séance se divise en 3 points. Le premier point, c'est la notion de vote au sens général. Donc, dans un premier temps de notre séance, on va essayer de comprendre ce qu'on entend par vote et qu'est-ce que cela implique. Évidemment, tout le monde sait de quoi il s'agit lorsqu'on parle de vote, mais on va essayer d'aborder la question sous un angle un peu plus politique. À quoi renvoie le vote au sens politique? Quels sont les éléments qui justifient un vote? Sur quoi s'appuient les électeurs pour pouvoir voter? Qu'est-ce qui permet de comprendre un vote? Donc ça, c'est le premier temps de la séance. Deuxième temps de la séance, c'est l'influence de la religion sur l'acte de voter. Donc, on va prendre un aspect particulier de la justification du vote. Cet aspect-là, ce sera la religion. En deuxième temps, l'influence de la religion sur l'acte de voter. Troisième temps de la séance, c'est la mutation au sein de l'électorat du droit de vote. Donc, la mutation au sein de l'électorat du droit de vote, des catholiques en particulier. Premier temps de la séance, c'est le vote au sens général ou bien au sens plus ou moins conceptuel. D'abord, la question qui se pose ici, c'est d'abord celle de l'abstention. Donc, premier temps ici, l'abstention. Document 1. Le document 1 essaie de nous faire comprendre d'une certaine manière le document 1 met en avant le fait que certaines personnes ne se reconnaissent plus dans la politique. Globalement, voilà ce qu'il faut retirer de ce premier document-là, c'est le fait que certaines personnes peuvent se sentir exclues de la politique et donc peuvent se sentir exclues du vote et par conséquent, même ces personnes qui s'excluent de la politique et du vote, ces personnes-là n'auront pas un poids politique important. Le document 2 est une enquête. Le document 2 est une enquête réalisée auprès des étudiants. Enquête réalisée auprès des étudiants qui étaient amenés à donner leurs sentiments vis-à-vis de la politique. C'est cette absence de croyance en la politique qu'on retrouve dans le document, absence de croyance envers la politique qui était déjà dans le premier document. C'est cette absence de croyance envers la politique qu'on retrouve dans le document 2 à travers la phrase, je cite, « Plus ça va, moins j'y crois à la politique ». Les personnes interrogées résument souvent leurs sentiments par des mots dépréciatifs, c'est-à-dire des mots plutôt péjoratifs envers la politique, comme par exemple écœurement envers la politique. Je ne fais que reprendre ici le vocabulaire du document 2. Écœurement envers la politique, dégoût envers la politique, désintérêt envers la politique, comme si la politique échappait désormais aux citoyens, alors même qu'il s'agit avant tout de gérer les affaires communes, les affaires de la cité. Ce scepticisme ou bien ce doute vis-à-vis de la politique va prendre des formes diverses. Selon le rapport qu'on aura vis-à-vis de la politique. Donc, première forme, il s'agira de la position de la tranche de la population la plus désintéressée. Donc, pour la tranche de la population la plus désintéressée par la politique, ce sont les difficultés récurrentes de la vie qui vont justifier ce désintérêt ou ce désamour, pour reprendre un vocabulaire plus contemporain, ce désintérêt ou ce désamour vis-à-vis de la politique.
Pour ceux qui ont un niveau d'investissement plus élevé dans la politique, en revanche, le doute envers la politique va se justifier par le fait que la politique soit devenue une carrière, le fait que la politique soit devenue un métier. Autrement dit, on y rentre tôt et on y sort tard. La politique est donc devenue, en ce sens, une course au pouvoir. La politique est devenue une course au pouvoir, si bien que l'homme politique, c'est-à-dire l'homme politique, nos élus, l'homme politique, le politique ne remplit plus son office, il ne remplit plus son rôle, il ne remplit plus sa mission de gérer les affaires de la cité, il se contente d'accéder au pouvoir. Donc, pour le politique, ce qui devient le plus important, ce n'est plus tant la gestion. Ce qui devient important pour le politique, c'est le fait d'être élu. On est donc ici dans une logique presque électoraliste. De ce point de vue, les candidats ont donc tendance à se ressembler aussi bien dans leur méthode que dans les solutions qu'ils proposent. Les acteurs politiques apparaissent donc désormais comme des privilégiés, trop éloignés de la vie réelle de ceux qu'ils représentent, étant donné qu'ils ne vivent pas la même vie, ils n'habitent pas les mêmes quartiers. Leurs enfants fréquentent des écoles privées alors que le citoyen ordinaire ne pourra pas s'octroyer ce luxe-là. Pour la fraction de la population la plus politisée, pour la fraction de la population la plus politisée encore que celle que je viens d'évoquer à l'instant, pour une autre fraction de la politique est jugée à l'aune des décennies passées et cette fraction de la population va admettre que le pouvoir politique est de plus en plus limité. Le pouvoir politique est de plus en plus limité pour cette fraction des étudiants interrogés. Le pouvoir politique est de plus en plus limité, notamment avec l'Union européenne, notamment avec la mondialisation, donc limitation du pouvoir politique national, j'entends par là, si bien que ce ne sont plus les politiques, ce ne sont plus nos politiques nationaux ce ne sont plus nos hommes politiques qui vont mener le monde, mais ce sera la finance, ce seront les banques, ce seront les grandes fortunes. Donc ce désespoir, ce désintérêt, ce désengagement vis-à-vis de la politique, vis-à-vis du vote va se justifier par le fait qu'il n'y ait plus rien à attendre des hommes politiques, étant donné que la politique ne se fait plus au niveau national, elle se fait au niveau international, elle se fait au niveau européen, elle se fait à travers la finance, elle se fait à travers le pouvoir des banques, à travers les grandes fortunes. Le pouvoir s'est ainsi déplacé des intérêts collectifs vers les intérêts des plus riches. Donc, il y a ici une logique d'individualisation du pouvoir politique. Quand je dis individualisation, ce n'est pas tant dans le sens des individus, c'est plutôt dans la logique de personnalisation. Le pouvoir politique devient un pouvoir personnel et non plus un pouvoir collectif, alors même que ce qui caractérise la politique, c'est la gestion des affaires collectives. Donc, les politiques deviennent donc en réalité ici des marionnettes selon le propos d'un des étudiants qui a été interrogé dans l'enquête que je suis en train de vous décrire du document 2. Pour la dernière partie des étudiants qui a été interrogé, les étudiants les plus politisés encore, pour les plus politisés, les politiques, que ce soit ceux de droite, je reprends mon propos, pour les étudiants les plus politisés, les politiques de droite manquent de fermeté et ont peur de prendre des décisions impopulaires. Les hommes politiques sont donc dans une logique où ils évitent de prendre des risques parce que plus ils prendront de risques, moins ils auront de chances d'être élus. Donc les politiques de droite vont donc avoir peur de prendre des décisions impopulaires et privilégier souvent un discours démagogique, c'est-à-dire le discours qui plaira le plus à la population, le discours que la population aura le plus envie de comprendre sans forcément que ce soit la réalité. Tandis que les hommes politiques de gauche vont, eux, s'éloigner de la logique de justice sociale. Justice sociale, comme vous le savez, qui est au fondement même des partis de gauche. Donc, les hommes politiques de gauche vont s'éloigner de leur idéologie traditionnelle, qui est la justice sociale. Ils vont privilégier le libéralisme. Ils vont privilégier le libéralisme qui s'appuie sur l'argent, le règne de l'argent, le règne du commerce. Par conséquent, ici, d'après cette enquête, plus on est politisé, moins on a tendance à prêter
de l'attention aux politiques. Donc, plus on est politisé, moins on a tendance à prêter aux politiques d'importants pouvoirs. En réalité, ici, beaucoup de personnes interrogées, interviewées, vont justifier le fait de ne pas voter par le fait que les hommes politiques n'aient plus beaucoup de pouvoir. Le fait que la politique nationale ne soit plus le lieu où le lieu de résolution des conflits de la société. Troisième document de la fiche. Ce document décrit une vision presque défaitiste du vote dans les milieux dits populaires. Cette catégorie sociale considère le vote comme inutile. L'explication qui est donnée par l'auteur pour justifier cette position est la méconnaissance et le désintérêt par cette fraction de la population, c'est-à-dire la population des milieux dits défavorisés, par cette fraction de la population des questions politiques qui semblent, de leur point de vue, inaccessibles. Ce désintérêt va conduire à une absence d'attente de ces populations vis-à-vis de la politique. Il y a une phrase qui me semble particulièrement intéressante dans le document 3, c'est celle qui dit, je cite, « Si je vote, ça va changer quoi ?» En réalité, ici, on est dans une logique où les votants, les personnes qui votent dans les milieux défavorisés, n'ont plus beaucoup d'attentes vis-à-vis de la politique, puisqu'au final, qu'ils votent ou pas, cela ne va pas changer l'orientation de la politique. C'est donc pour ces raisons que le taux d'abstention ou le taux de vote est souvent très élevé dans cette catégorie de la population dite défavorisée. Quatrième document. Document 4, c'est le sens défavorisé. Le sens caché. Le sens, ça s'écrit C-E-N-S. Le fait tout simplement de conditionner le droit de vote à une situation particulière, à une situation financière particulière. C'est d'une certaine manière le fait de troquer le vote à une condition financière particulière. C'est ça le sens. Donc, C-E-N-S. Donc, le document 4 nous dit que la perception qu'on se fait de la politique va dépendre du degré de connaissance qu'on aura de celle-ci. Ça rejoint un peu ce que j'ai déjà dit, plus haut. Donc, plus on aura de la politique une connaissance importante, plus on aura tendance à s'impliquer aussi dans la politique et donc par conséquent, plus on aura tendance à voter. C'est ce degré de connaissance qu'on va appeler la politisation. Ce degré de connaissance vis-à-vis de la politique sera appelé la politisation. L'auteur de ce document met en avant, l'auteur du document 4 fait cependant remarquer que les périodes électorales vont se caractériser par une élévation du niveau global de politisation, du fait notamment des sondages qui vont amener tous les échantillons de la population à se prononcer. Donc, le fait que les personnes qui traditionnellement ne prennent pas la parole publiquement, le fait que ces personnes-là soient interrogées sous forme de sondage, cette situation va avoir tendance à donner un peu plus de poids à des personnes qui traditionnellement ne participent pas à la vie politique. Donc la politisation, c'est l'attention qui est accordée au fonctionnement du champ politique. Donc plus on accorde une importance au champ politique, plus on est considéré comme étant politisé. La politisation devient alors le nouveau sens comme je l'ai dit, C-E-N-S, la politisation devient le nouveau sens comme l'était la situation patrimoniale au Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Donc, autrement dit, la politisation devient la voie d'entrée vers le droit de vote. Donc, plus on est politisé, plus on se sent légitime pour voter. À l'inverse, moins on est politisé, plus on se sent exclu du droit de vote. C'est pour cela que l'auteur apparaît du sens caché. Donc, l'exclusion va se faire au niveau de la connaissance qu'on aura de la vie politique. La politisation est donc la caractéristique de l'exclusion de certaines parties de la population culturellement ou socialement dominées ou défavorisées. Donc,
ces personnes qui seront socialement défavorisées, ces personnes qui seront socialement exclues, elles auront aussi tendance à s'exclure de la vie politique puisqu'elles auront l'impression que leur voix ne porte pas. C'est pour cette raison que l'auteur du document 4 que nous sommes en train d'étudier va qualifier cette politisation de sens caché. Ainsi, plus on s'élève dans la hiérarchie d'un parti, donc plus on s'élève dans la hiérarchie d'un parti, de gauche ou de droite d'ailleurs, moins les groupes sociaux défavorisés vont occuper des responsabilités. Il est extrêmement rare de voir dans les directions d'un parti des personnes qui sont issues de groupes sociaux défavorisés, sauf si en réalité on est dans un parti de masse. C'est ce qui justifie le fait que les groupes sociaux défavorisés vont entreprendre rarement une carrière politique. Le niveau de compétence politique est donc censé augmenter avec la position de la hiérarchie sociale. Donc, plus on est élevé socialement, plus on aura tendance à occuper des fonctions importantes aussi dans des partis politiques et donc à participer à la vie publique et donc aussi à occuper des fonctions politiques de premier plan. Dans le document 5 intitulé l'abstention en chiffres, ce document nous montre qu'il y a une augmentation fulgurante du taux d'abstention lors des élections législatives. Les élections législatives sont les élections des députés. Donc, augmentation fulgurante du taux d'abstention lors des élections législatives depuis le début des années 90. Depuis le début des années 90, au point de désormais dépasser les 50% de nos jours, alors que ce taux n'était que de 17% en 1978. Donc, augmentation du taux d'abstention lors des élections législatives, lors des élections des députés. Ce taux n'était que de 17% en 1978, alors qu'au début des années 90, ce taux a basculé au-delà des 50%. Ce qui est ici intéressant à retenir, c'est qu'il y a une généralisation du désintérêt vis-à-vis de la politique. Donc, toutes les élections sont en réalité ici touchées par cette hausse de l'abstention. Les élections européennes sont ainsi celles qui intéressent le moins les Français et les élections présidentielles, celles qui intéressent le plus les Français. Et cela est dû tout simplement au fait que l'élection présidentielle est l'une des rares élections en France. C'est la mère de toutes les élections en France, tout simplement. C'est la mère de toutes les élections en France parce que la vie politique française tourne autour du choix du président de la République. C'est pour cela donc que les citoyens vont s'intéresser davantage aux élections présidentielles qu'à toute autre élection. Donc, désintérêt pour toutes les élections, mais le désintérêt est moins important pour ce qui est des élections présidentielles, puisque l'élection présidentielle reste une élection individuelle qui se passe au niveau national sur une circonscription unique qu'on appelle l'État. Alors que les autres élections sont des élections qui vont concerner une partie des électeurs dans des circonscriptions bien plus petites que les circonscriptions, que la circonscription unique lors des élections présidentielles. De même, effet collatéral, c'est que les Français vont s'inscrire de moins en moins sur les listes électorales. Le nombre de personnes qui votent va systématiquement être en baisse. Le nombre de personnes qui votent va systématiquement être en baisse lors des élections. Et tandis que le nombre de personnes qui votent va systématiquement être le pourcentage des personnes qui vont voter va être systématiquement en baisse, alors que le nombre de personnes votantes va être en hausse, tout simplement parce que la population augmente aussi. Mais le pourcentage des personnes qui vont voter va être en baisse. Donc, deuxième temps ici, après avoir étudié l'abstention, on va essayer de voir très rapidement quelques illustrations des débats au sein du Parlement sur les questions qui peuvent orienter le vote. Donc, premier document qui nous intéresse, c'est le document 6. Bon, là, je le dis très rapidement.
Le document sus, c'est plutôt, il n'y a pas grand-chose à retenir. Le document sus, c'est un débat au Parlement sur la politique agricole. Débat au Parlement sur la politique agricole, donc pas grand-chose à retenir. Tout simplement, c'était un document d'illustration qui vous montre les points sur lesquels les électeurs peuvent s'appuyer pour orienter leur vote. Ça peut être la politique agricole comme le document 6, ça peut être le document, comme dans le document 7, ça peut être par exemple la politique environnementale. Donc très rapidement, le document 7 nous retrace un débat sur l'interdiction du cyanure dans les mines d'or en Guyane et les conséquences sur le réchauffement climatique à l'heure de l'accord de Paris. Donc voilà encore une autre question qui va intéresser les électeurs, qui peut orienter donc leur vote. Le document 8 va aussi dans le même sens, c'est un débat sur l'accès aux droits sociaux. Donc, débat sur l'accès aux droits sociaux. Que nous dit ce document? Le document 8 nous dit que l'accès aux droits sociaux, notamment la retraite, les allocations familiales, ou bien le droit à la domiciliation, est un des points, est un des débats qui revient souvent lors des élections, qu'elles soient législatives, qu'elles soient et surtout présidentielles d'ailleurs. Donc la privation de ces droits pour certaines personnes est un facteur d'exclusion au vote. Ce qui est intéressant dans ces trois documents 6, 7 et 8, c'est que moins on aura l'impression que les politiques agricoles, climatiques ou bien les politiques sociales, moins on aura l'impression que ces politiques-là nous sont favorables, plus on aura tendance à être exclu, puisqu'on sera marginalisé, et donc on aura tendance à croire que notre voix ne porte pas. Quels enseignements toutes ces questions ont sur l'abstention? Quels enseignements toutes ces questions ont sur l'abstention? Elles révèlent en réalité que la technicité des politiques publiques est de nature à exclure du débat public et du vote les catégories de personnes qui n'ont pas les capacités pour comprendre ces questions. Donc, je le dis autrement, moins on comprend les enjeux politiques, moins on est susceptible de voter. Plus les questions politiques sont théoriques, plus les questions sont théoriques, plus elles sont inaccessibles, et moins les citoyens, notamment les citoyens les plus défavorisés, les comprendront, moins ils auront donc envie de voter, et moins ils comprendront également les enjeux. Donc, c'est toute une logique qui va justifier l'exclusion de certaines personnes au vote, non pas que ces personnes soient exclues, juridiquement, c'est-à-dire par un texte du droit de vote, mais en réalité, ce qui va exclure ces personnes, ce sera la technicité, la difficulté de compréhension des questions politiques qui les concernent par ailleurs. Troisième temps ici de ma démarche, troisième temps de mon premier point, c'est je m'attardais ici sur les circonscriptions électorales. Donc, document 9, sur les circonscriptions électorales. Donc, troisième temps de mon premier point, je vous rappelle, mon premier point, c'était le vote, j'essaie de comprendre la notion de vote avec vous. Donc, troisième temps ici, c'est l'idée de circonscriptions électorales, document 9. Troisième temps de ce premier point sur le vote en général. Donc, en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 577 circonscriptions électorales, que ce soit en métropole ou dans les territoires d'outre-mer. On définit la circonscription électorale comme un découpage du territoire effectué dans le cadre d'une élection. Je reprends, la circonscription électorale, c'est un découpage du territoire effectué dans le cadre d'une élection. Évidemment, ce découpage est virtuel, il n'y a pas de frontières physiques à proprement parler, ce sont des frontières dites administratives. Donc, la circonscription électorale, c'est une frontière administrative qui correspond à un découpage du territoire dans le cadre d'une élection. Par exemple, on pourra parler de circonscription dans le cadre, une circonscription, ça peut être une ville. Chaque circonscription aura par exemple un député, chaque circonscription aura un maire. Une circonscription électorale, ça peut aussi être une région, etc., etc. Donc, chaque électeur est rattaché à une circonscription électorale. Chaque électeur est rattaché à une seule circonscription
électorale et cette circonscription électorale qui est censée correspondre au lieu de son domicile ou au lieu où il est inscrit sur les listes électorales. Donc, chaque électeur va voter dans sa circonscription électorale en sachant qu'il y en a 577 en France. Donc, les 577 circonscriptions électorales correspondent au nombre de députés. Donc, la Constitution prévoit un député par circonscription. Donc, il y a 577 circonscriptions électorales. Et les députés, comme vous le savez, les députés, ce sont des parlementaires qui sont élus dans chaque circonscription électorale avec pour but de voter la loi et de contrôler les actes de l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République et le gouvernement. Donc, les députés, ce sont des parlementaires, ce sont des représentants du peuple qui sont élus pour une durée de 5 ans pour contrôler les actes de l'exécutif et pour voter la loi principalement. Quatrième temps de mon premier point sur le vote en général, les titulaires du droit de vote. Et là, deux situations, non, on s'intéressera à 2 États en particulier, 2 pays en particulier. Premier pays qui va nous intéresser ici, ce sont les États-Unis. Donc, les titulaires du droit de vote, on va essayer de voir le cas américain et ensuite le cas français, sans forcément qu'il y ait une contradiction entre les 2 situations. Donc, première situation qui va nous intéresser ici, c'est aux États-Unis. Le document 10 de la fiche va porter sur la conquête par les Noirs du droit de vote aux États-Unis en 1965. Donc, document 10, la conquête par les Noirs du droit de vote aux États-Unis en 1965. Un épisode va marquer cette lutte. Donc, un épisode va marquer particulièrement cette lutte. C'est la marche de Selma. C'est la marche de Selma à Montgomery. C'est la marche de Selma à Montgomery, voire document 10. La marche de Selma à Montgomery, il s'agit de 2 villes des États-Unis. Et cette marche avait à sa tête Martin Luther King. Martin Luther King qui est très connu aux États-Unis comme ayant été l'un des plus fervents défenseurs des droits civiques des Noirs américains. Donc, la marche de Selma à Montgomery est une marche qui va particulièrement illustrer la conquête par les Noirs américains du droit de vote aux États-Unis. Pour la petite histoire, je vous incite à suivre le film. Il y a un film éponyme qui est sorti, je crois, en 2015 sur la marche de Selma, qui retrace un peu cette histoire. Donc, je vous incite à le suivre. C'est un film particulièrement émouvant. Donc, il s'agissait ici dans cette marche, c'était une marche qui était organisée par les militants des droits civiques pour remettre aux autorités politiques américaines une pétition exigeant la liberté de voter de tous les Noirs américains. Je vous rappelle que jusqu'en 1965, les Noirs américains n'avaient pas le droit de vote aux États-Unis. Donc, pétition qui a été faite et pétition qui a rassemblé pas mal de personnes. La marche a rassemblé pas mal de personnes. C'est une marche qui a été faite pendant quelques jours. La distance était à peu près de 80 km. Donc, marche pacifique. Pour la petite histoire, de nombreuses personnes ont été matées pendant cette marche. Et finalement, cette marche a abouti puisque quelques mois après, le Congrès américain, c'est-à-dire le Parlement américain, allait adopter une loi qui allait octroyer le droit de vote aux Afro-Américains. Dans 1965, obtention, non, même pas octroi, puisque l'octroi, ça renvoie plus à l'idée que c'est une faveur qui a été faite. En réalité, ce n'est pas une faveur qui a été faite, puisque c'est plutôt un droit qui a été conquis. Il faut plutôt parler ici de la conquête du droit de vote par les Noirs américains en 1965. Donc, une loi a été votée aux États-Unis. Une loi a été votée aux États-Unis reconnaissant la conquête par les Noirs américains du droit de vote. Il faut savoir qu'aux États-Unis, une loi de 1790
faut savoir que jusqu'en 1965, la loi de 1790 aux États-Unis limitait le droit de vote aux seuls free white persons. Donc, une loi de 1790 limitait le droit de vote aux seuls free white persons. C'est-à-dire, jusqu'en 1965, une loi de 1790 ne donnait le droit de vote qu'aux personnes libres blanches, excluant de ces faits tous les Afro-Américains et même les Asio-Américains, Asio-Américains, c'est-à-dire les Américains d'origine asiatique. C'est seulement en 1965, comme je viens de le dire, que le président américain de l'époque, Lyndon Johnson, donc le président américain Lyndon Johnson a signé une loi qu'on appelle le Voting Rights Act. Donc, Voting Rights Act. Donc, cette loi de 1965, le Voting Rights Act, a interdit les barrières raciales dans l'accès au droit de vote, pour le dire très simplement, avec le Voting Rights Act de 1965. Tous les Noirs américains et tous les autres Américains de quelque couleur qu'ils soient ont désormais le droit de vote. En France, cette fois, attardons-nous à la question du droit de vote des femmes. En France, la question du droit de vote des femmes va nous intéresser. Document 11. Le document 11 entend remettre en cause l'idée selon laquelle c'est à De Gaulle. Le document 11 entend remettre en cause l'idée selon laquelle c'est au général de Gaulle qui est le premier président de la Ve République, comme vous le connaissez. Le document 11 entend remettre en cause l'idée selon laquelle c'est au général de Gaulle qu'on doit le droit de vote des femmes. Ce document entend remettre en cause ce mythe, puisqu'en réalité, cette évolution, l'octroi du droit de vote aux femmes ou bien la conquête du droit de vote par les femmes est plutôt due à une longue lutte féministe et à un député communiste qui n'est pas souvent cité. Donc, pour rappel, le droit de vote des femmes a été élargi. Le droit de vote a été élargi aux femmes depuis 1944. Depuis 1944, et les femmes ont participé pour la première fois à une opération électorale en 1945 lors des élections municipales. En réalité, cette décision d'accorder le droit de vote aux femmes n'est pas prise par De Gaulle directement, il n'était pas seul à prendre cette décision, mais elle est prise par un vote de l'Assemblée consultative d'Alger. Bon, elle est prise par un vote de l'Assemblée consultative d'Alger. Donc, s'il est vrai que c'est le général de Gaulle qui a signé l'ordonnance finale, c'est-à-dire le texte qui va accorder officiellement le droit de vote aux femmes, c'est le général de Gaulle qui va signer ce document final. Mais l'initiative vient d'un député communiste, comme je l'ai déjà dit. Ce député communiste s'appelle Fernand Grenier. Fernand, comme ça se prononce, Grenier, comme ça se prononce. C'est le député communiste Fernand Grenier qui était à l'origine de ces textes sur l'octroi du droit de vote des femmes. Au départ, l'idée était seulement de donner aux femmes le droit d'être élues. Bon, ça, il faut le rappeler. Au départ, l'idée, c'était de donner aux femmes le droit d'être élues. C'est Fernand Grenier, comme je viens de le dire, qui va proposer par la suite d'ajouter dans le texte la possibilité que les femmes puissent également élire et donc d'avoir le droit de vote. Je rappelle, au départ, l'idée, c'était de faire en sorte que les femmes puissent être élues, donc que les femmes puissent être des représentantes. Et puis finalement, Fernand Grenier a proposé qu'au lieu de leur donner seulement la possibilité d'être élues, on doit aussi leur donner la possibilité d'élire, d'où l'idée de droit de vote aux femmes. Cela donnera donc le texte suivant. Les femmes sont éligibles et électrices dans les mêmes conditions que les hommes. Dans le texte de 1944 dit, les femmes sont éligibles et électrices dans les mêmes conditions que les hommes. Le raisonnement développé était qu'on ne saurait se présenter à une élection si on ne peut pas déjà voter pour soi-même. Donc en réalité, on se serait retrouvé dans une situation où on donne la possibilité aux femmes d'être élues, mais elles ne peuvent pas voter pour elles-mêmes puisqu'elles n'ont pas le droit de vote. Et c'est pour cela que pour surmonter cette absurdité, Fernand Grenier a proposé que non seulement les femmes doivent
être des représentantes et donc être élues, mais le fait qu'elles soient élues doit aussi leur donner, par le fait des choses, le droit de voter. En d'autres termes, on considère donc ici que le droit de vote et le droit d'être élu devaient être considérés comme les deux faces d'une même pièce qu'on ne saurait donc séparer. Pour l'historienne Christine Bard, ça se prononce B-A-R-D, donc pour Christine Bard, le droit de vote des femmes n'était d'ailleurs pas une question particulièrement importante chez le général de Gaulle, puisqu'il avait une conception traditionnelle des femmes. Je ne vais pas vous la décrire ici, tout le monde voit un peu de quoi il s'agit lorsqu'on parle de conception traditionnelle des femmes. On est en 1944, ne perdons pas de vue ce contexte-là. Donc, conception traditionnelle des femmes du général de Gaulle, donc il n'est pas forcément un fervent militaire du droit de vote. C'est pour cette raison que le Sénat français, conservateur s'il en était, a pendant longtemps fermé la porte au droit de vote des femmes. D'ailleurs, c'est seulement à des fins politiques que le droit de vote des femmes a été étendu, que le droit de vote, a été étendu aux femmes au-delà de la métropole en 1958. Donc, en Algérie, le droit de vote, je vous rappelle, en 1958, l'Algérie est encore française. En Algérie, le droit de vote n'a été étendu aux femmes qu'en 1958. Là aussi, c'était pour pouvoir voter lors du référendum initiant la cinquième, lors du processus initiant la 5e République. Donc, c'est pour ça qu'en Algérie, le droit de vote a été étendu aux femmes parce que stratégiquement, le général de Gaulle faisait ce calcul en se disant stratégiquement, si on élargit le droit de vote aux femmes, les femmes allaient voter favorablement à sa position. Donc, élargissement stratégique du droit de vote aux femmes en 1958, tout en sachant en Algérie, tout en sachant par là qu'en 1958, l'Algérie était encore française. Lorsque la France étend le droit de vote aux femmes, c'est aussi parce que à cette époque, elle accuse un grand retard sur les autres États européens. En 1918, la Grande-Bretagne accorde le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans. Donc en 1918, la Grande-Bretagne accorde le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans. Et en 1928, elle vote, elle, pour les femmes, aux mêmes conditions que les hommes. Donc, en 1918, en Grande-Bretagne, seules les femmes de plus de 30 ans pouvaient voter. À partir de 1928, toutes les femmes peuvent voter en Grande-Bretagne, toujours, toutes les femmes pouvaient voter à partir de 1928 aux mêmes conditions que les femmes. Aux mêmes conditions, que les hommes. C'est-à-dire, je crois qu'il fallait avoir plus de 21 ans. Donc, à partir de 1928, en Grande-Bretagne, les femmes votent dans les mêmes conditions que les hommes. Alors qu'elles ne votaient à partir de 1918 que si elles avaient plus de 30 ans. En Russie, par exemple, c'est en 1917 que les femmes ont obtenu le droit de vote. Et en 1919, le pape Benoît XV se prononce en faveur de l'octroi du droit de vote aux femmes. La même année, en 1919, aux États-Unis, la Constitution américaine est amendée, elle est modifiée si vous voulez, pour y introduire des dispositions accordant le droit de vote aux femmes blanches. Donc, au début, le droit de vote aux États-Unis n'était accordé aux femmes que si elles étaient blanches. Donc, ce qu'il faut retenir ici sur ce dernier point, c'est que le droit de vote en France a été accordé aux femmes à la fois parce que la France accusait un certain retard vis-à-vis des autres États occidentaux, des autres États européens et américains en l'occurrence, et aussi parce que, pour des raisons stratégiques, le général de Gaulle a jugé utile d'étendre ce droit de vote aux femmes. Donc, ce n'était pas tant une volonté de faire un cadeau aux femmes qu'une conséquence de luttes qui ont été menées par les femmes et une volonté d'instrumentaliser le droit de vote aux femmes. Donc, en réalité, on n'a pas fait un cadeau aux femmes. En France, en leur donnant le droit de vote, le but n'était pas de leur faire un cadeau, le but c'était tout simplement d'instrumentaliser ce vote des femmes pour que les femmes puissent voter favorablement pour
la cause du général de Gaulle en l'occurrence. Et au final, il s'est avéré que avec le temps, c'était tout simplement le bon combat, c'était tout simplement la bonne décision à prendre, étant le droit de vote aux femmes. Donc, on a vu ici l'extension du droit de vote aux femmes, l'extension du droit de vote aux Noirs, et donc maintenant, on va aborder le deuxième temps de notre démarche. Deuxième temps de mon analyse, l'influence de la religion sur l'acte de voter. L'enjeu ici est de savoir la place que la religion occupe dans le choix de tel ou tel candidat. Question: en quoi la religion peut-elle être un facteur déterminant dans le choix des candidats? Nous allons voir que c'est le conservatisme qui explique cette influence de la religion sur le vote avant d'analyser concrètement ce qu'un tel phénomène représente. Donc, premier point, le conservatisme. Premier point de ce deuxième point de ma démarche du TD. Donc, premier point ici du deuxième point, le conservatisme, voir document 12. Cette question peut sembler paradoxale parce que la culture républicaine a tendance à véhiculer l'idée d'un électeur libre, désintéressé, capable de produire lui-même ses propres analyses et d'oublier toute influence religieuse au nom de l'intérêt général. La culture catholique entend imposer l'image d'un citoyen qui devient le porte-parole de sa communauté religieuse et qui n'agirait donc plus pour l'intérêt commun, c'est-à-dire l'intérêt national, mais pour l'intérêt de sa communauté religieuse. Le vote deviendrait alors le véhicule, la traduction de toutes les particularités identitaires, religieuses et culturelles des votants. Le vote religieux est donc avant tout un vote pour les intérêts de son Église. Le vote religieux est un vote pour les intérêts de son Église. C'est un vote qui vise à assurer une continuité de la foi de l'élu et des électeurs. C'est un vote qui vise à défendre en quelque sorte l'Église. L'électeur chrétien doit donc voter pour les candidats qui sont dévoués à la religion et à l'Église, comme l'ont martelé les évêques à la fin du XIXe siècle. Cela allait même plus loin puisque celui qui votait pour un candidat ennemi, c'est-à-dire un candidat qui n'était pas de la même religion que lui, celui qui votait pour un candidat ennemi de la religion et celui qui ne votait pas étaient réputés commettre tous les deux un grand péché, pour reprendre le vocabulaire du XIXe siècle. Donc, selon les évêques, à la fin du XIXe siècle, celui qui votait pour un candidat non catholique et celui qui ne votait pas, en réalité, commettait, au sens de la religion catholique, ce qu'on appelle un grand péché. De nos jours, comme le montre l'auteur du document 12, il y a une volonté de normaliser le vote catholique en montrant que ce vote est censé être neutre puisqu'il n'y a pas de parti politique catholique. Autrement dit, les voix des catholiques sont susceptibles d'aller à tous les partis. À partir du moment où il n'y a pas à proprement dire un parti politique catholique, on a donc tendance à analyser les votes des catholiques comme étant des votes qui sont plus ou moins neutres, qui se normalisent. Puisque les votes des catholiques vont aller aussi bien aux partis de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite et même du centre. Il y a donc ici une normalisation des voix des catholiques, si bien qu'on ne peut pas les distinguer des voix des autres citoyens qui ne seront pas imprégnés de la dimension religieuse dans le choix de leur candidat. Deuxième point, la mesure de cette influence de la religion. La question qui se pose ici est de savoir quelle est en chiffres l'étendue ou bien la place de la religion dans le vote des citoyens. Donc, deuxième temps, c'est celui-là, la mesure de cette influence, la mesure de l'influence de la religion dans le choix des citoyens. Il faut répondre à cette question
Il faut, pour répondre à cette question, étudier deux documents d'affiche, document 13 et document 14. D'abord, le document 13. Le document 13 porte sur l'influence du catholicisme sur le vote sous la Ve République. Donc, le document 13, c'est l'influence du catholicisme, c'est-à-dire de la religion catholique, sur le vote sous la Ve République. Ce document recense les pourcentages obtenus par les trois principaux candidats lors de l'élection présidentielle de 1965, De Gaulle, qui est très connu, le père fondateur de la Ve République, Locanu-Nuet, ça s'écrit L-E-C-A-N-U-E-T, dont les trois principaux candidats, De Gaulle, Locanu-Nuet et Mitterrand. Donc, trois principaux candidats, et ce document 13-là essaie d'analyser la tendance de ce vote-là, la place du vote catholique lors de cette élection présidentielle. Donc, on est en 1965 et le but ici, c'est de voir à qui les catholiques ont accordé leur vote lors de cette élection. Est-ce qu'on peut estimer ici que les catholiques ont tendance à voter pour tel ou tel candidat de préférence? Est-ce qu'on peut systématiser ici le vote des catholiques lors de l'élection présidentielle de 1965? Voilà la question qui est posée par le document 13 de la fiche qu'on va essayer d'analyser ici. Au premier enseignement, il ressort de ce document-là, il ressort d'études de ce document plusieurs enseignements. Premier enseignement, c'est que 2/3 des pratiquants religieux, enfin 2/3 des pratiquants réguliers, on parle bien des pratiquants catholiques, donc 2/3 des pratiquants catholiques réguliers ont voté pour De Gaulle contre seulement 1/3, c'est-à-dire contre seulement un cinquième, c'est-à-dire 20% pour Locanu-Nuet et seulement 8% pour Mitterrand. Donc je reprends. Premier enseignement qui ressort de l'étude de ce document, c'est que les pratiquants catholiques ont voté pour 2/3. Les pratiquants catholiques réguliers, j'insiste bien sur le terme régulier, parce que le pourcentage ne sera pas le même selon que les pratiquants ne seront pas réguliers. Donc, ceux qui étaient catholiques, ceux qui fréquentaient régulièrement la religion catholique et qui la pratiquaient régulièrement, ceux-là ont voté pour 2/3, c'est-à-dire pour plus de 60%. Ils ont voté pour environ 70% pour De Gaulle, contre 20% pour Locanu-Nuet à peu près, et un peu plus de 8% pour Mitterrand. Donc, l'électorat des pratiquants catholiques était donc majoritairement favorable au général de Gaulle et beaucoup moins à Mitterrand, puisque Mitterrand a obtenu 8% quand le général de Gaulle a obtenu 2/3 des voix, c'est-à-dire un peu plus de 66%. Il faut rappeler que sur l'échiquier politique français à cette époque-là, De Gaulle était plutôt à droite, Mitterrand à gauche, tandis que Locanu-Nuet était plutôt considéré comme un candidat centriste. Donc, autrement dit ici, les pratiquants catholiques en 1965 ont davantage voté pour la droite, ensuite le centre et enfin pour la gauche. Donc, conclusion qui se dégage, plus on pratiquait la religion catholique, premier enseignement, je conclus ce premier enseignement, plus on pratiquait la religion catholique, plus on était catholique pratiquant, plus on était susceptible de voter à droite et donc plus on était susceptible de voter pour De Gaulle. La religion catholique apparaît ici clairement comme un marqueur du vote des électeurs, puisque la politique de droite a été perçue par les électeurs catholiques comme celle qui est le plus susceptible de véhiculer et de défendre les valeurs qui sont en cohérence avec leur foi. Deuxième enseignement qui ressort de cette étude, deuxième enseignement qui ressort de ce document 13, c'est que le document 13 nous apprend que toujours lors de cette élection de 1965, et j'en suis encore là, le document 13 nous apprend que lors de l'élection présidentielle de 1965, les pratiquants irréguliers votaient à 50%
pour De Gaulle, contre 31% pour Mitterrand et 15% pour Le Canuet. Je reprends, 50% pour De Gaulle, 31% pour Mitterrand et 15% pour Le Canuet, concernant le vote des catholiques, qui n'étaient pas pratiquants réguliers. Troisième enseignement, toujours lors de cette élection de 1965, les électeurs non pratiquants étaient plus d'un tiers à voter pour De Gaulle. Donc, plus d'un tiers à voter pour De Gaulle concernant les électeurs non pratiquants cette fois, qui votaient pour plus d'un tiers pour De Gaulle, contre la moitié pour Mitterrand et seulement 8% pour Le Canuet. Donc, plus d'un tiers pour De Gaulle, c'est-à-dire un peu plus de 33% pour De Gaulle, plus de 50% pour Mitterrand et 8% seulement pour Le Canuet. Quatrième et dernier enseignement, c'est que les athées ou bien les sans religieux, c'est-à-dire ceux qui ne priaient pas, ceux qui n'étaient pas catholiques, ceux qui ne fréquentaient pas la religion catholique, ceux qui ne se reconnaissaient dans aucune religion. Donc, les athées, quant à eux, ont voté à plus de 72% pour Mitterrand, contre 18% pour De Gaulle et seulement 5% pour Le Canuet. Donc, pour les sans religieux, pour les athées, ils ont orienté leur vote pour 70% vers Mitterrand, 18% vers De Gaulle et 5% seulement vers Le Canuet. Conclusion ici, c'est que De Gaulle semble le plus proche des religieux, tandis que Mitterrand apparaît comme le moins religieux des trois candidats et Le Canuet semble avoir une position assez bancale, ni trop religieux et ni peu religieux. Donc plus on était religieux, plus on était pratiquant, plus on était susceptible de voter pour De Gaulle, et moins on était pratiquant, plus on était susceptible de voter pour Mitterrand. Donc, quelle conclusion générale on peut tirer ici? On peut dire ici que le vote religieux, on ne peut pas dire ici, pardon, que le vote religieux soit neutre, étant donné qu'il est clairement marqué à droite, puis timidement au centre. C'est un peu ce que je viens de dire, plus on était religieux, plus on pratiquait, plus on avait tendance à voter pour la droite et donc pour De Gaulle. Autrement dit, on ne peut pas considérer ici que le vote religieux était un vote neutre. Ce qu'il faut tirer de cette étude, c'est que plus on pratique, plus on était susceptible donc de voter pour De Gaulle et donc de voter pour la droite. Donc, premier enseignement qu'il faut tirer ici, premier enseignement général. Deuxième enseignement général qu'on peut tirer ici, c'est que moins on était religieux et plus on votait pour Mitterrand. Autrement dit, Mitterrand était vu comme le candidat le moins religieux des trois ou le moins traditionnaliste et donc le moins susceptible de garantir les valeurs catholiques une fois élu. Par conséquent, cela nous apprend que la gauche a été souvent vue sur le plan religieux comme moins à même de défendre les valeurs sociales traditionnelles, ou bien la gauche a été vue comme étant moins traditionnaliste et donc plus favorable à l'autorisation, par exemple, de l'avortement, comme étant plus favorable à l'égalité entre les sexes, comme étant plus favorable à l'interdiction de la peine de mort, ou même plus favorable au sujet, actualité oblige, comme le mariage pour tous. Et d'ailleurs, cela s'est montré, cela s'est vu pendant la phase d'adoption de la loi sur le mariage pour tous, à partir du moment où les partis de droite étaient beaucoup plus favorables à l'interdiction du mariage pour tous, alors que les partis de gauche étaient beaucoup plus favorables au mariage pour tous. Donc, en réalité, ici, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que plus on a tendance à croire que ce qu'il faut mettre en avant ici, c'est l'idée selon laquelle le vote catholique, les catholiques ont davantage tendance à voter pour quelqu'un qui va défendre les valeurs familiales. Et ces valeurs familiales-là sont beaucoup plus associées à une politique de droite qu'à une politique de gauche. Document 14. Document 14 il va dans le même sens
que ce que je viens de dire en prolongeant l'analyse au vote des ouvriers. Cette fois, il s'agit du vote des ouvriers, mais catholiques, selon qui sont plus ou moins pratiquants. Dans le document 14 entreprend la même étude, mais concernant le vote des ouvriers catholiques, selon qui seront plus ou moins pratiquants. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir de ce document, c'est que lorsqu'on est ouvrier et pratiquant régulier, donc, dans le document 14, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est ouvrier et pratiquant régulier, on est plus susceptible de voter à droite. On est plus susceptible de voter à droite. UDR, c'est le parti de Gaulle, on est plus susceptible de voter à droite, par exemple UDR. Je suis toujours dans le cadre de l'élection présidentielle de 1965. Donc, les ouvriers pratiquants catholiques ont davantage voté pour De Gaulle, pour le parti de Gaulle, puisqu'ils ont voté à plus de 41% pour De Gaulle, contre 30% pour le Parti socialiste de Mitterrand et seulement 3% pour le Parti communiste. Donc, je reprends ici l'idée. Pour ce qui est du vote ouvrier, en réalité, là, je suis dans le cas des législatives, mais je ne sais plus de quelle année. Donc, pour ce qui est du vote des ouvriers catholiques, ces ouvriers-là ont tendance à voter davantage à droite, le parti de Gaulle, à 41%, et à 30% pour le parti de Mitterrand, à 30% pour le parti socialiste, et seulement 3% pour le parti communiste. Donc, je vais essayer de retrouver la référence. Donc, document 14 de la fiche. Donc, document 14 de la fiche, je reprends l'idée. Dans le document 14, on ne s'attarde plus seulement sur le vote des catholiques. On regarde en réalité ici le fait que ces catholiques-là soient des ouvriers. Donc, on regarde ici le fait que ces catholiques-là soient des ouvriers. Et la première conséquence qu'on tire, c'est que les catholiques ouvriers pratiquants réguliers votaient pour plus de 41% pour De Gaulle, 30% pour le Parti socialiste et seulement 3% pour le Parti communiste. Autrement dit, plus on est catholique, plus on a tendance à voter pour la droite. C'est exactement la même conséquence qu'on a tirée lors de l'élection présidentielle de 1965. Donc, deuxième conséquence qu'il faut tirer ici, c'est qu'à l'inverse, lorsqu'on est ouvrier et sans religion, on est plus susceptible de voter à l'extrême gauche, c'est-à-dire au Parti communiste. Donc, lorsqu'on était ouvrier et sans religion, on était plus susceptible de voter pour l'extrême gauche. C'était le cas, par exemple, de 42% des personnes qui ont voté pour le Parti communiste, comme nous dit le document 14. 42% ont voté pour le Parti communiste, contre 22% pour le Parti socialiste et seulement 9% pour la droite de l'UDR de Gaulle. Donc, si on est ouvrier et sans religion, on vote davantage pour le Parti communiste davantage pour le Parti communiste à 42% et 22% pour le Parti socialiste et seulement 9% pour le Parti de Gaulle qui est la droite. Quelle conclusion on peut tirer ici? On peut dire ici que le vote des pratiquants, même chez les ouvriers, est davantage réservé à la droite qu'à la gauche. Donc, on peut dire que le vote des pratiquants, même chez les ouvriers, est davantage réservé à la droite qu'à la gauche, et que plus on sera de droite, plus la proportion des votes des pratiquants a de chances d'être grande. Donc, plus on est de droite, plus on vote à droite, c'est-à-dire du centre droit vers l'extrême droite, et plus la proportion des votes des catholiques pratiquants a des chances d'être grande en notre faveur. À l'inverse, le vote des sans religion, le vote des athées, si vous voulez, ce vote-là
même chez les ouvriers, est susceptible d'être davantage donné à l'extrême gauche. Donc, les personnes ouvrières qui sont athées ont davantage de chances de voter pour l'extrême gauche. Donc, schématiquement et historiquement, on peut dire que l'étude des partis politiques traditionnels montre que la droite, les partis de droite, la droite est réputée défendre le mieux les valeurs traditionnelles comme la famille, la religion catholique, contrairement à la gauche. Donc, schématiquement, on dira que les valeurs comme la famille, la religion, comme oui, les valeurs comme la famille et la religion sont plutôt des valeurs de droite, et c'est pour cette raison-là qu'à cette époque, je parle de l'époque 1960, 1960, 1970 jusqu'à dans les années 90. Donc à cette époque-là, plus on est de droite, plus on est de droite, plus on avait des chances de recueillir les votes des pratiquants. Je passe rapidement sur le document 15 qui s'inscrit dans la logique du précédent. Donc, ce qu'il faut dire ici au regard de tout ce que je viens de dire sur ce point, c'est que toutes ces analyses qu'on vient de faire, sont de moins en moins vraies de nos jours parce que tout simplement, les démarcations idéologiques entre les partis sont de moins en moins marquées. Donc, toutes ces opinions, toutes ces conclusions qu'on a tirées ici sur l'influence de la religion sur le vote, ces opinions sont de moins en moins fermes, elles sont de moins en moins définitives pour la simple bonne raison que les démarcations idéologiques entre les partis sont de moins en moins marquées. Donc, autre explication, parce que aussi il y a une déreligiosisation, si vous voulez, de plus en plus nette de la société. Il y a une déreligiosisation, j'y arrive, de la société. Déreligiosisation, ça veut dire tout simplement que la société est de moins en moins religieuse. Déreligiosisation, ça veut dire tout simplement qu'il y a de moins en moins de personnes qui pratiquent la religion dans la société. Et puisqu'il y a de moins en moins de personnes qui pratiquent dans la société, ça veut dire que le vote catholique est aussi de moins en moins marqué, puisqu'il y a de moins en moins de catholiques aussi. Autrement dit, on ne peut plus systématiser le vote d'une religion, en l'occurrence ici, le vote des catholiques. Donc, autre explication qui justifie le fait que ce qu'on a dit ne soit plus forcément d'actualité, c'est le fait que les partis politiques sont aussi de plus en plus attrape-tout. On l'a vu lors de la première séance, les partis attrape-tout, ce sont les partis qui n'auront pas une ligne idéologique très marquée, puisque ces partis-là vont accueillir aussi bien des personnes de chaque horizon, que ce soit les personnes qui sont traditionnellement de gauche, d'extrême gauche, ou de droite, ou d'extrême droite. Bref, les partis attrape-tout auront tendance à accueillir toutes les personnes qui auront été déçues par les partis politiques traditionnels. C'est pour cette raison-là que le marqueur religieux est de moins en moins important dans la compréhension et dans l'explication du vote. Donc, troisième et dernier point de notre TD, ce sont les mutations au sein de l'électorat catholique. Donc, je vous rappelle, le premier point, c'était le vote, de manière générale, je vous l'ai présenté. Le deuxième point, c'était l'influence de la religion sur l'acte de voter. Le troisième point, ce sont les mutations au sein de l'électorat. Donc, ça s'inscrit un peu dans la logique de ce que je viens de dire ici. On est dans la continuité de mon analyse. Donc, j'ai terminé le point précédent en avouant qu'il paraît de plus en plus difficile de catégoriser et de systématiser le vote religieux. Voilà comment j'ai terminé mon deuxième point. Donc, c'est d'ailleurs ce que cette étude continue, c'est d'ailleurs ce que cette étude contenue dans le document 16 nous dit. Dans le document 16 nous apprend cela, qu'il est de plus en plus difficile de catégoriser et de systématiser le vote religieux. Dans le document 16, donc dans le document 16, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que le vote catholique soit davantage donné à la droite, et notamment à son extrême, c'est-à-dire à l'extrême droite, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que le vote catholique soit davantage donné à la droite, et notamment à son extrême,
Si on s'appuie évidemment sur les enseignements de l'élection présidentielle de 1965, si on s'appuie sur les enseignements de l'élection présidentielle de 1965, le vote catholique doit davantage revenir aux partis de droite. Donc, dans le document 16, on se rend compte que pour ce qui est de l'élection présidentielle de 1995, dans le document 16 porte sur l'élection présidentielle de 1995, c'est une analyse de l'élection présidentielle de 1995. Le document 16 nous apprend que pour ce qui est de l'élection présidentielle de 1995, le vote catholique s'est centralisé puisqu'il revient pour l'essentiel aux partis traditionnels. Donc, il y a une centralisation du vote catholique lors de l'élection présidentielle de 1995 puisque ce vote catholique-là a bénéficié davantage aux partis traditionnels, c'est-à-dire aux partis de gauche et de droite et non pas aux partis des extrémités, c'est-à-dire d'extrême gauche ou d'extrême droite. Je vais affiner mon analyse. Donc, les partis d'extrême droite, donc premier point ici, premier élément de réflexion, c'est que les partis d'extrême droite de Philippe de Villiers et de Jean-Marie Le Pen n'ont obtenu respectivement que 5 et 8%. Bon, les partis d'extrême droite lors de l'élection présidentielle de 1995, les partis d'extrême droite de Philippe de Villiers et de Jean-Marie Le Pen n'ont obtenu que 5 et 8%. Alors même qu'on aurait pu se dire que plus on est catholique, plus on a tendance à voter pour les extrémités. Or, ici, il s'avère que lors de l'élection présidentielle de 1995, les partis d'extrême droite de Jean-Marie Le Pen et de Philippe de Villiers n'ont obtenu que 5 et 8% de voix. Donc 5% pour Philippe de Villiers et 8% pour Jean-Marie Le Pen. Je parle bien des voix catholiques, parce que ce sont les voix-là qui nous intéressent ici. Donc l'extrême droite n'a obtenu que 5 et 8% des voix des catholiques, ce qui peut paraître surprenant au regard des conclusions qu'on a tirées de l'élection présidentielle de 1965, souvenez-vous, avec le général de Gaulle, Le Canuet et François Mitterrand. Donc, deuxième point ici, deuxième temps d'analyse, c'est que les trois candidats des partis considérés comme traditionnels, donc les trois candidats des partis considérés comme traditionnels, c'est-à-dire Jacques Chirac qui représentait le RPR et la droite, Édouard Balladur qui représentait aussi le RPR et donc la droite aussi, et Lionel Jospin qui représentait le Parti communiste, la gauche. Ces trois candidats n'ont obtenu respectivement que 26% pour Chirac, 37% pour Balladur et 15% pour Jospin. Je parle bien ici du pourcentage des voix des personnes pratiquantes catholiques. Donc, les catholiques n'ont voté lors de l'élection présidentielle de 1995, ils n'ont voté que pour 16%. 16% les catholiques ont voté pour 26% d'entre eux pour Chirac, 37% d'entre eux pour Balladur et 15% pour Jospin. Troisième élément d'analyse ici, c'est que les candidats d'extrême gauche, quant à eux, ont obtenu les scores les plus bas chez les catholiques. Donc 2% pour Dominique Voynet, les Verts, donc 2% pour les Verts de Dominique Voynet, 3% pour Robert Hue, c'est-à-dire le Parti communiste, et 4% pour Alette Laguillet. 4% pour Alette Laguillet, c'est un nom que j'ai déjà cité lors de la première séance de TD, avec pour parti Lutte ouvrière. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen obtient plus de votes chez les sans religion que chez l'électorat catholique. L'extrême droite de Jean-Marie Le Pen a obtenu plus de voix des personnes qui ne se déclaraient athées que des personnes qui se déclaraient catholiques pratiquantes, ce qui peut paraître paradoxal. À partir du moment où l'expérience de 1965 nous a montré que plus on était pratiquant, plus on votait pour la droite. Or, ici, il s'avère que les non-pratiquants ont davantage voté pour Jean-Marie Le Pen que les pratiquants catholiques. Ce qui tend ici à prouver que les catholiques pratiquants, malgré l'intégrisme, résistent assez bien à la tentation de l'extrême droite.
Pour ce qui est maintenant de l'élection présidentielle de 2002, document 17, pour ce qui est de l'élection présidentielle de 2002, document 17, les conséquences à tirer sont les mêmes. Donc, pour ce qui est de l'élection présidentielle de 2002, les conséquences à en tirer sont les mêmes. Donc, première conséquence ici, on constate que les catholiques pratiquants votent à plus de 2 tiers pour la droite traditionnelle. Donc, 2 tiers des catholiques pratiquants ont voté pour la droite traditionnelle. Quand je parle de droite traditionnelle, je parle des partis de droite qui ne sont pas d'extrême droite. Je parle de l'UDR, je parle de l'UMP, je parle du RPR, voilà. Donc, les catholiques pratiquants ont voté pour 2 tiers. Ils ont voté pour 2 tiers pour les partis de droite, contre 22% pour la gauche. Je suis toujours pour les pratiques, je suis toujours dans le cas des catholiques pratiquants. Donc, les catholiques pratiquants, lors de l'élection présidentielle de 2002, ont voté pour plus de 66% pour la droite traditionnelle, plus de 22% pour la gauche, et seulement 13% d'entre eux ont voté pour les extrêmes. Deuxième élément d'analyse ici, c'est que les 100 religions, quant à eux, ont voté davantage pour la gauche à plus de 60% et contre 20% pour la droite et seulement 17% pour les extrêmes, c'est-à-dire extrême gauche et extrême droite. Donc, pour les catholiques, pour les 100 religions, ces personnes-là, 100 religions, ont voté pour 60% pour la gauche, 20% pour la droite et seulement 17% pour l'extrême droite. Bref, ce qu'il faut retenir du vote religieux lors de l'élection présidentielle de 2002, c'est qu'il est de plus en plus difficile de systématiser l'orientation d'un tel vote. Il est de plus en plus difficile de dire que parce qu'on est catholique pratiquant, on aura davantage tendance à voter pour tel ou tel parti situé sur l'échiquier politique. Donc, le vote religieux devient en réalité ici imprévisible, aussi imprévisible même que le vote des citoyens lambda non religieux. Donc, une certitude et une constance demeurent, comme en 1995, c'est que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les pratiquants catholiques ne votent pas davantage pour les extrêmes que pour les partis traditionnels. Les pratiquants catholiques ne se votent pas davantage pour les extrêmes gauche ou droite que pour les partis traditionnels qui sont à droite ou à gauche, mais qui ne sont pas dans les extrémités. En réalité, ici, ce qu'on veut bien faire comprendre, c'est que les catholiques ne votent pas davantage pour les partis d'extrême gauche et les partis d'extrême droite. Ils votent davantage pour les partis traditionnels, les partis de la droite traditionnelle ou pour les partis de la gauche traditionnelle. D'ailleurs, le document 18 de la fiche nous fait remarquer que le vote catholique est pluriel. Le document 18 de la fiche nous fait remarquer que le vote catholique est pluriel. Il va aussi bien à gauche, à droite, au centre, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Il va dans tous les sens sans forcément qu'on puisse tirer des conclusions définitives quant à son orientation. Autrement dit, il n'appartient pas à une tendance, je parle du vote catholique, le vote catholique n'appartient pas à une tendance politique, mais il a justement tendance à se diviser entre tous les bords, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc, le vote catholique va aussi bien à gauche qu'à droite, aux extrémités, et à gauche, à droite et aux extrémités. Cela se justifie par le fait que les pratiquants hebdomadaires sont de moins en moins nombreux, donc les pratiquants hebdomadaires, c'est-à-dire ceux qui vont à la messe chaque dimanche, ceux qui vont à la messe chaque dimanche sont de moins en moins nombreux. Mais l'autre explication, c'est le fait que les catholiques se divisent sur d'autres sujets. Donc le vote catholique n'est plus un vote aussi définitif que cela, puisque les catholiques auront tendance à voter à gauche, à droite, et ce sont d'autres problématiques qui vont diviser les catholiques, qui vont donc orienter leur vote un peu comme les citoyens lambda.
Le document 18, pardon, considère qu'on peut avoir 6 types de catholiques. Le document 18 nous dit qu'il y a 6 types de catholiques. Premier type de catholique, selon le document 18, premier type de catholique, ce sont ceux qui vont à la messe. Premier type de catholique, ce sont ceux qui ne vont à la messe que pour les grandes occasions. Premier type de catholique, ceux qui ne vont à la messe que pour les grandes occasions, c'est-à-dire les mariages, le baptême ou les funérailles. Pour cette catégorie des catholiques est faiblement engagée et représente 45% des catholiques. D'après le document 18, ceux qui vont à la messe pour les grandes occasions, mariage, baptême, funérailles, cette catégorie-là ne représente 45% des catholiques et cette catégorie est très faiblement engagée. Ils sont donc très hostiles aux migrants, ils sont méfiants envers le pape et ils sont contre le mariage pour tous et donc cette catégorie va voter principalement pour l'extrême droite. Donc, pour ceux qui vont à la messe pour les grandes occasions, ils voteront donc davantage pour l'extrême droite. Deuxième type de catholiques, d'après le document 18, ce sont les catholiques qui sont qualifiés de saisonniers. Les catholiques saisonniers, cette catégorie sera peu engagée. Peu engagée, et ils n'iront à la messe que pour les fêtes. Cette catégorie représente à peu près 26% de la proportion des catholiques. C'est une catégorie qui est plutôt favorable à une hospitalité forte pour les migrants. Donc, cette catégorie sera plutôt favorable à une hospitalité donnée aux migrants. Et cette catégorie va plutôt voter à gauche et au centre car elle se méfie de l'extrême droite. Donc, les catholiques saisonniers vont voter à gauche et au centre et vont se méfier pour l'extrême droite. Troisième catégorie des catholiques, d'après le document 18 toujours, ce sont les catholiques qu'on peut appeler conciliaires. Les catholiques conciliaires, c'est-à-dire ils sont conciliants. Ces catholiques-là représentent à peu près 14% de la population. Les catholiques conciliaires, c'est-à-dire les catholiques du Concile Vatican, ils représentent 14% des catholiques. Ils pratiquent beaucoup. Ils sont favorables à l'aide aux migrants et ils votent souvent à gauche et au centre et se méfient du Front National. C'est en cela qu'on dit qu'ils sont conciliaires parce qu'ils sont conciliants. Donc, ils vont voter plutôt au centre droit ou bien à gauche et ils seront plutôt favorables à l'aide aux migrants et vont se méfier de l'extrême droite. Ces catholiques représentent à peu près 14% du nombre de catholiques. Quatrième catégorie des catholiques, ce sont les observants. Les observants représentent 7% des catholiques. Ils pratiquent beaucoup, ils sont très engagés, ils suivent souvent la messe en latin et ils sont favorables à la manif pour tous, autrement dit, ils sont contre le mariage entre les personnes de même sexe. Et donc, ces personnes-là seront hostiles à l'immigration et vont voter plutôt à droite et à l'extrême droite. Ça, c'est la quatrième catégorie qui représente 7% des catholiques. Cinquième catégorie des catholiques, selon le document 18, ce sont les catholiques qu'on appelle inspirés. Les catholiques inspirés représentent les communautés nouvelles. Ces catholiques représentent des communautés nouvelles comme les charismatiques. Et cette catégorie des catholiques va plutôt voter pour l'extrême droite et pour la droite. Cette catégorie sera hostile à l'accueil des migrants et va voter pour l'extrême droite et la droite. Et elle sera hostile à l'accueil des migrants et sera aussi hostile au mariage pour tous. Sixième et dernière catégorie, ce sont les émancipés.
Les émancipés représentent à peu près 4% des catholiques. Ils pratiquent surtout lors des grands rassemblements. Ils sont engagés dans des causes dites profanes, c'est-à-dire dans des causes de la société traditionnelle. Ça peut être aussi bien une cause sur, je sais pas, on va dire l'interdiction de l'euthanasie, enfin l'autorisation de l'euthanasie ou bien la protection des animaux. Bref, ils sont engagés sur les causes profanes, c'est-à-dire sur les causes de la société traditionnelle, sur les causes qu'on connaît traditionnellement. Et cette catégorie des catholiques sera plutôt contre l'accueil des migrants et contre la manif pour tous, et vont donc voter à gauche et au centre. Dans la dernière catégorie sera contre la manif pour tous, contre l'accueil des migrants, et va voter au centre et à gauche, quand bien même ces catholiques-là vont s'engager dans les causes profanes, c'est-à-dire dans les causes de la société traditionnelle, protection de l'environnement, égalité entre les hommes et les femmes, etc., etc. Ce qu'il faut retenir au regard de ce que je viens de dire, c'est qu'il est de plus en plus difficile, voire impossible, de systématiser le vote catholique. On ne peut donc pas dire, sans risque de se tromper, que le vote catholique soit plutôt orienté vers telle ou telle tendance de l'échiquier politique. En réalité, les catholiques, le vote catholique sera de moins, la religion sera de moins en moins décisive dans le vote des catholiques, pour la simple bonne raison que les catholiques vont s'appuyer sur d'autres sujets qui vont être décisifs quant au choix du vote, quant à l'orientation du vote. L'autre explication qui va justifier le fait qu'il soit de plus en plus difficile de systématiser le vote catholique, c'est tout simplement parce qu'il n'existe pas de parti catholique et donc de parti qui serait sûr de récolter la plupart des votes des catholiques. Bref, ce que je voulais vous faire comprendre ici de manière générale, c'est que si au début de la Ve République, c'est-à-dire le régime actuel, au début de la Ve République, lors de l'élection présidentielle de 1965, la tendance était que plus on était pratiquant, plus on votait à droite, et moins on était pratiquant, plus on votait à gauche. Cette tendance-là n'a plus cours de nos jours. Elle n'a plus cours de nos jours puisque les catholiques, le vote catholique est de plus en plus neutre et de plus en plus normal, puisque ce sont plutôt d'autres problématiques qui vont être décisives. Ce sont d'autres problématiques qui vont être décisives quant à l'orientation du vote des personnes qui sont catholiques pratiquantes. Donc la religion ici, pour le dire très simplement, la religion n'est plus un critère décisif sur le vote. La religion n'est plus un critère décisif sur l'orientation du vote. C'est en fait ce qu'on nous montre l'étude des dernières élections présidentielles et même législatives en France. Voilà globalement ce que je pouvais dire sur cette séance. Je ne vais pas être très long. Je vous laisse la possibilité d'écouter tranquillement ces séances. Je suis peut-être allé vite, mais l'avantage avec les audios, c'est que vous avez le temps de réécouter la séance autant de fois que vous le voudrez et vous pourrez prendre des notes. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail et puis je me ferai le plaisir, évidemment, de vous répondre. On se voit dans quelques temps, lorsque j'aurai posté la prochaine vidéo. J'essaierai de le faire le plus rapidement possible pour que vous puissiez avoir plus de temps, pour que vous puissiez avoir le maximum de temps pour réviser lors des partiels qui vont bientôt arriver. Je vous souhaite bon courage et puis à la prochaine séance. Au revoir.